Greetings everyone. A very warm Bonjour à welcome. tous, bienvenue pour cette deuxième réunion qui nous rassemble aujourd'hui. J'espère que vous avez pu être également avec nous pour la réunion sur la poursuite de la mise à jour des résultats. Je m'appelle le Dr Shams Sayed de l'OMS et je serai heureux d'animer le dialogue sur les soins respectueux aujourd'hui. Quelques annonces pratiques. Nous aurons un accès et un œil sur les réseaux sociaux. Vous pouvez communiquer dessus avec hashtag Road to 2023. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'écouter les débats en français grâce à l'interprétation simultanée. Et si vous voulez entendre en français, il faut cliquer en bas de l'écran. Vous pouvez communiquer par chat dans la boîte de dialogue qui figure à droite de votre vidéo et vous pouvez écrire toutes questions que vous aurez pour les intervenants. Il y a des questions techniques sur le soutien technique informatique et connectivité. Il y a un bouton rouge en bas à droite de l'écran pour pouvoir recevoir un soutien technique. Nous allons utiliser certains outils interactifs pendant les différentes sessions et nous serons heureux d'encourager votre participation. Lorsque vous verrez que c'est le bon moment, il y aura une indication sur le chat qui vous demandera de descendre en bas de la page et de répondre. Et lorsque l'outil sera actif, il faudra utiliser la souris pour cliquer au bon endroit. Les outils seront mis à jour en temps réel à mesure que la conversation et l'interaction est en cours. Donc, nous allons commencer d'emblée pour savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui et pour nous dire où vous êtes. Descendez en bas de l'écran déroulant et vous cliquez sur la bonne réponse, sur la bonne partie du monde où vous vous trouvez. Pour commencer notre session, on va écouter Melissa Jones, qui est administrateur adjointe du Bureau de la santé mondiale à USAID, qui va nous parler un petit peu de l'importance des soins respectueux pour les mères, les nouveau-nés et les familles. Ensuite, nous entendrons une présentation de ma chère collègue, le Dr Kolkol, qui parlera de la recherche à l'OMS et qui brossera le tableau du dialogue que nous allons tenir aujourd'hui et je serai heureux de ce dialogue. Merci, Dr Saïd. Tout d'abord, je voudrais remercier toute la communauté qui a partagé les recherches sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, sur l'importance de la qualité et des soins respectueux pour les jeunes mères et les nouveau-nés. Dans l'ensemble de ma carrière, j'ai eu la possibilité de me rendre compte comment il est important de sauvegarder la dignité de toutes les femmes dans le milieu des soins hospitaliers et également dans la communauté. C'est extrêmement important pour le développement, pour le leadership également. Et à USAID, nous voulons tout faire pour pouvoir améliorer la transparence, la bonne gouvernance et renforcer les ressources qui peuvent être acheminées vers cet objectif. Mon travail en Afrique et en Asie me rappelle ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons nos forces. Un nouveau-né a le droit de recevoir le plus haut niveau de soins, a le droit d'avoir des soins respectueux et de la plus haute qualité, quel que soit l'endroit où il naît. Mais ceci n'est pas toujours possible, n'est pas toujours dans la pratique. Il y a encore des femmes qui subissent des mauvais traitements et même des expériences d'abus avant ou pendant la grossesse. Et ceci rejaillit sur l'ensemble de la santé et du bien-être du nouveau-né. Et à USAID, nous avons mené des recherches pionnières au Kenya et dans d'autres pays pour justement creuser cette question. Nous reconnaissons que chaque pays a un contexte particulier et a besoin d'une compréhension large de ce qui permet de trouver des solutions adaptées.
Nous devons donc renforcer nos recherches sur ces projets. C'est ce que nous faisons au Ghana, au Nigeria, et nous avons un ensemble de boîtes à outils pour les soins maternels et néonataux. Mais malheureusement, la pandémie de COVID-19 a fait en sorte que les jeunes mères et les nouveau-nés sont tombés en deçà des niveaux escomptés pour les soins maternels et néonataux. Il y a eu évidemment une chute des visites euh, pendant les derniers stades de la grossesse et après la naissance. Et les femmes enceintes continuent parfois à vivre dans l'incertitude et même dans la crainte à la suite du Covid. Ceci a eu un effet sur l'ensemble du système de santé et je pense que cela se fera sentir encore dans les années à venir. En construisant un bon système de santé, on ne peut pas agir comme avant la pandémie. Il faut s'engager à faire mieux. Pendant des décennies, les soins se sont centrés sur l'accès aux soins, mais les faits montrent que des mauvais soins sont responsables de nombreux décès de personnes qui n'ont pas eu accès justement à ces soins. Il faut donc faire en sorte que ces soins soient tout à fait adaptés. Tout d'abord, il faut entendre la voix des femmes et des familles. Deuxièmement, s'attaquer à la structure sociale et à l'environnement pour améliorer les résultats et soutenir l'ensemble des changements dans cette chaîne d'approvisionnement des soins pour qu'ils soient équitables. Troisièmement, reconnaître que l'accès n'est pas suffisant. Enfin, il faut renforcer les systèmes de soins en s'engageant tous ensemble, en faisant participer les uns et les autres à la prise de décision, en écoutant les femmes dans la communauté pour améliorer le bien-être et l'accès aux soins de santé. Nous essayons de faire en sorte à USAID que tout cela soit plus durable en renforçant les systèmes locaux, en donnant davantage de responsabilités aux acteurs au niveau local pour pouvoir s'engager sur cet effort. Pour conclure, je dirais que je serais heureuse d'en savoir plus sur ces communautés d'horizons très divers et variés et voir comment la santé des femmes et des nouveau-nés sont au centre des préoccupations de ces différentes régions et pays. Et je serais heureux d'en savoir plus ou d'apprendre même sur des initiatives permettant de soutenir les jeunes mères et les nouveau-nés. Je vous remercie. Bonjour, je travaille à l'OMS et je suis en partenariat avec un certain nombre de collègues qui ont réalisé des recherches sur ce domaine. Tout d'abord, j'aimerais évoquer des questions de terminologie parce qu'il y a différents termes pour exprimer des notions assez proches. Nous avons un son qui est très difficile et qui est en train de couper à chaque phrase. Nous devons mieux comprendre les différents aspects des soins respectueux. Nous devons prendre en considération cela pendant la naissance. La façon dont les femmes sont traitées influe directement sur l'expérience de la mise au monde et de l'accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui font l'expérience de mauvais traitements pendant la naissance. Beaucoup de femmes ont également à subir des procédures sans leur consentement. Beaucoup de femmes font l'expérience d'examens intravaginaux qui ne sont pas consentis et d'autres doivent faire face à des mauvais traitements pendant l'accouchement. Nous devons continuer à construire sur des bases solides. Qu'en est-il des nouveau-nés? Nous avons des dyades maternelles nouveau-nés de l'ordre de 1680 et
c'est important d'avoir des mesures que nous pouvons prendre immédiatement, notamment pour recommander l'accès aux meilleures pratiques. Nous devons mieux comprendre le sort des femmes, également les attentes des familles, quelles sont leurs préférences pour tout ce qui concerne l'accouchement. Car le consentement est vraiment au cœur de l'ensemble du bien-être de la femme pendant l'accouchement. Nous devons également mieux comprendre quels sont les mauvais traitements tels que ressentis par les femmes et améliorer la qualité des soins. Nous allons avoir différentes études qui vont compléter ce que nous avons fait jusqu'à présent et nous allons également avoir un petit livret qui permettra d'accompagner les différents soins. Ce que je voulais également dire, c'est que des soins respectueux sont équivalents à des droits humains. Il faut donc que les femmes soient au centre de ces activités, de ce qu'elles vivent pendant l'accouchement. Il y a un certain nombre d'organismes qui militent pour le droit des femmes et qui font des recommandations pour introduire de nouvelles politiques au moment de la naissance. Il est important de souligner également que la bonne qualité des soins doit être à la fois sûre et respectueuse. Nous voulons des normes qui permettent d'améliorer la qualité des soins pour les jeunes mères et les nouveau-nés dans les installations de santé. Nous voulons également qu'il y ait des normes pour améliorer la qualité des soins au niveau des enfants et des jeunes adolescents. Et il nous faut également de nouvelles normes de santé pour l'ensemble de l'environnement maternel et néonatal. Quelles sont les recommandations de l'OMS? Nous avons des recommandations au niveau anténatal, au niveau de l'accouchement et en soins postnataux. Donc, nous avons publié en 2016 un certain nombre de recommandations pour justement les soins à prodiguer en périnatal et en postnatal. Nous avons un certain nombre de recommandations qui ont été rajoutées en 2018 et qui permettent d'avoir une vue positive de cette expérience périnatale et postnatale. Et ceci incorpore les nouvelles recommandations grâce aux réactions que nous avons recueillies sur le terrain. Autre petit fascicule, il s'agit d'un guide péri et postnatal. Et ceci a été lancé à la fin du mois de mars et il reprend 63 recommandations pour les soins maternels, les soins du nouveau-né et les systèmes de santé, ainsi que les différentes interventions. Il reprend également les interventions au niveau individuel, les dispositions, quelles sont les exigences et les critères pour avoir de bons prestataires de santé. Je voudrais également parler de l'amélioration de la qualité, c'est-à-dire comment intégrer les programmes maternels et du nouveau-né dans les mesures d'amélioration de la qualité. Il est important de travailler et d'avancer ensemble pour pouvoir améliorer l'expérience de l'accouchement. Il y a également beaucoup à apprendre encore et il est important de mesurer ce que nous allons observer et se demander comment apprendre, comment justement traduire dans des statistiques ce que nous observons sur le terrain. Nous voulons également
établir un réseau de connexion entre les personnes qui interviennent sur le terrain. Dernière chose, nous voulons une stratégie pour réduire les mauvais traitements et encourager des soins respectueux. Et pour cela, nous devons prendre en compte plusieurs critères. Les critères de genre, les critères de dynamique raciale et de pouvoir, et également inclure des partenariats participatifs avec les communautés. Il faut donc travailler ensemble pour pouvoir reprendre ces dynamiques et permettre un dialogue dans l'ensemble des secteurs de façon à informer les prises de décision et informer les études qui sont faites à l'OMS ou dans les différents pays. Et ceci nous permettra que cela devienne réalité. Et on essaye d'identifier des solutions qui nous permettent d'avancer et de faire en sorte que les soins respectueux des mères deviennent une réalité. Nous avons un panel magnifique d'intervenants des différents pays, le Liban, le Pakistan, le Canada, l'Afghanistan, l'Inde et bien d'autres. Et nous allons continuer à travailler en synergie pour pouvoir promouvoir les soins de santé. Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir animer ce débat sur les soins maternels. Nous avons beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse représentée dans notre panel aujourd'hui. Pour vous donner une idée de la façon dont nous allons procéder, je vais poser certaines questions aux membres du panel et nous allons avoir la possibilité d'entendre chacun d'eux avec des réponses qui vont nous dynamiser à n'en pas douter. Nous allons promouvoir le dialogue et la mise en pratique de ce que nous aurons entendu comme idée force pendant ce dialogue. Première question, commençons d'emblée. Différents chemins ont mené les différents pays à entreprendre des voies différentes pour les soins périnataux et postnataux. Quelles sont les différentes approches par rapport aux politiques qui ont trait aux soins respectueux dans la région et pouvez-vous nous en dire davantage sur les avantages et les défis à relever par rapport à ces différentes approches? Je vais donner la parole à Bravia Reddy et ensuite au docteur Khan. Madame Reddy. Merci, Sharma. Je suis ravie d'être ici, de participer à cette table ronde. Il y a quelques approches d'intervention que je pourrais mentionner du gouvernement indien qui mentionnent ce sujet, qui tiennent compte de ce que vous avez mentionné. Tout d'abord, d'améliorer l'éducation médicale. Je sais de mon parcours médical moi-même, éducatif, que les médecins, les étudiants médicaux, les étudiants en médecine indienne ne sont pas bien formés en matière d'approche des patients. En 2018, le Conseil médical indien a introduit un module sur l'attitude, les comportements, la déontologie et l'éducation, qui est intégré à la 4e année de médecine. Et les concepts incluent, par exemple, la communication, la confidentialité, la prise de décision, etc. Il y a également des investissements sur la relation avec le patient et ce module également les introduit au texte de référence des Nations Unies. Donc, tous ces changements sont tout à fait les bienvenus dans le cursus médical. Et nous espérons que ça aura un impact sur le comportement des prestataires de santé. Mais il y a vraiment une opportunité de relier tout cela aux soins respectueux parce que dans le contenu, on ne mentionne pas suffisamment les soins maternels et néonataux. Nous savons que la deuxième étape du travail est là où les communications deviennent plus difficiles en général. Il y a également un manque de contextualisation pour les étudiants. Donc, il y a un fossé entre ce que les étudiants
étudiants apprennent et leur environnement de travail pratique. Il y a également deux autres approches. Tout d'abord, la professionnalisation, mais l'on y reviendra. Et nous espérons qu'avec l'introduction des infirmières médecins en Inde qui auront une formation plus longue et plus rigoureuse que par le passé, nous aurons des soins plus centrés sur les femmes avec des interventions plus adéquates. Il faut tenir compte de la forte charge de travail parfois dans certains contextes et dans certaines institutions qui sont de plus marquées par des hiérarchies très fortes où les sages-femmes ne peuvent pas toujours appliquer leurs connaissances dans certains contextes parce qu'il y a un manque de communication parfois dans les établissements. Troisièmement, nous avons lancé une initiative d'amélioration des soins de qualité. C'est un processus d'accréditation qui aide à une standardisation, une normalisation dans l'infrastructure, l'équipement, les ressources, notamment dans les salles de travail. Cela inclut beaucoup d'aspects de soins anténataux et d'observation du patient et du personnel. Les installations, les établissements qui suivent certains critères recevront ces infrastructures supplémentaires. Nous recevrons cette accréditation. Pardon. Nous espérons que cela sera bénéfique et nous permettra d'avancer vers la tâche qui est plus difficile, qui est de modifier les attitudes et les comportements. Merci beaucoup de cette première réponse. Même question au docteur Amanullah Khan. Merci beaucoup. Au Pakistan, la prestation de services de santé est réglementée. La qualité des soins est garantie par la commission de qualité des soins établie au niveau provincial. Les commissions sanitaires du Punjab et d'autres provinces ont établi des études pour soutenir le développement de normes minimum de prestation de services. Cet effort a commencé avec une recherche menée avec notre alliance, notre organisation, en mettant l'accent notamment sur les soins respectueux, les soins maternels et néonataux respectueux. Et les résultats étaient très intéressants et décourageants en fait, parce qu'il y avait beaucoup de maltraitance physique et verbale signalée, dénoncée par les femmes. Lorsque nous avons eu toutes ces données probantes, nous avons pu amener tout cela à la commission et diffuser ces informations également plus largement. La commission de qualité des soins a convenu d'incorporer les normes concernant les services respectueux dans les normes minimales de prestation de services. Et nous avons fourni une assistance technique pour aider à cette intégration dans les normes applicables. Ensuite, la question de savoir comment est-ce que l'on pouvait faire en sorte que les institutions mettent cela en pratique. Nous avons mobilisé les associations professionnelles telles que l'association des obstétriciens et gynécologues du Pakistan. Nous avons partagé les résultats de notre étude avec eux et nous avons également partagé le projet de nouvelles normes pour leur examen et commentaires. Cela a permis d'intégrer leur opinion et de créer un effort conjoint et paritaire entre les deux différents partenaires et la commission sur la qualité des soins. Cet effort conjoint a donc permis d'améliorer et d'intégrer les soins respectueux dans les normes minimales de prestation de soins de santé.
Il est donc important d'avoir des données probantes nationales en main lorsque l'on discute avec les décideurs politiques au niveau national, parce qu'ils demandent toujours ces preuves nationales et pas seulement des preuves internationales. Donc, il est important d'avoir ces données pour justifier. Puis, il est important également d'apporter une assistance technique au bon moment aux bonnes personnes, au gouvernement, aux personnes impliquées, parce que les gouvernements, sinon, ne sont pas forcément très proactifs en termes de développement de tels outils, normes ou systèmes. Donc, nous avons apporté cette assistance technique, ce qui est très utile. Et troisième leçon à tirer de cette expérience, il est bon d'avoir un maximum de partenaires impliqués parce que comme ça, cela devient vraiment un objectif partagé avec les différentes associations professionnelles. Cela a facilité l'intégration de ces soins respectueux dans les normes de prestation de soins. Ensuite, il faut encore assurer un suivi et faire en sorte qu'il y ait des actions, des mesures peuvent être prises lorsque les normes ne sont pas respectées. Donc, cela sera entre les mains de la Commission, mais je crois que nous devrons continuer à faire des activités de plaidoyer, d'apporter notre soutien pour nous assurer que ces normes sont vraiment respectées par les prestataires de santé et qu'il y ait une plus grande sensibilisation et une meilleure communication. Pour cela, en ce sens, nous avons élaboré des protocoles qui ont été affichés dans les salles de travail des hôpitaux, dans les centres sanitaires également, pour continuer sans cesse à rappeler leurs responsabilités aux prestataires de santé et également pour faire passer le message aux maires que dans ces salles de travail, voilà quels étaient leurs droits. C'est une approche que nous avons adaptée pour surmonter les obstacles qui existaient et je crois que c'est une stratégie à prendre en compte. Merci beaucoup. Voilà donc des exemples très clairs, très pratiques, des expériences concrètes du Pakistan, de l'Inde. Je vais maintenant passer à une deuxième question, un défi. Et cela est relié à des problématiques plus vastes autour des soins de qualité. C'est quelque chose qui apparaît bien souvent. De nombreux de nos collègues dans la communauté de santé maternelle et néonatale se demandent souvent comment est-ce que l'on peut progresser pour améliorer la qualité des soins maternels et néonataux, même si d'autres éléments de soins ne sont pas de qualité suffisante. Par exemple, en cas de manque de personnel, de ressources, comment est-ce que l'on peut continuer à donner la priorité aux soins maternels et néonataux? Je vais donner la parole à la professeure Tamar pour commencer, du Liban. Merci beaucoup. C'est une question fort importante, mais je vais revenir au début, c'est-à-dire en cas d'accouchement en hospitalier. Il y a eu dans de nombreux hôpitaux, effectivement, des manques de ressources, de personnel. Et toutes ces difficultés ont déjà été bien identifiées comme étant des facteurs qui aggravent le manque de respect pendant la grossesse et l'accouchement. Donc, il n'est pas seulement important d'inclure cela dans la politique, mais de faire en sorte que cela est mis en œuvre. Et pour cela, il faut que ce soit reconnu comme un élément des soins de qualité. Dans la région d'où je viens, du nord de l'Afrique, du Proche-Orient, les aspects techniques de soins ont tendance à prendre le dessus sur les aspects de qualité. Et beaucoup d'accent est mis sur les technologies, les dernières technologies, l'adoption des dernières technologies. On a tendance à tenir à dire que cela est forcément équivalent à des soins de qualité, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est un élément important à prendre en compte dans le contexte hospitalier. Comment est-ce que l'on obtient la qualité et qu'est-ce qu'est la qualité perçue? Comment est-ce qu'on la mesure également? Il est également important de tenir compte des mécanismes au niveau du prestataire qui contribuent au respect. Nous savons que les systèmes sanitaires
ne tiennent pas toujours compte des besoins des prestataires, qu'il s'agisse de ressources de rémunération, de développement professionnel. Et dans ce tel contexte, les prestataires sanitaires eux-mêmes travaillent déjà dans des conditions difficiles, des conditions de manque de respect. Et ça peut être un problème spécifique pour les infirmières qui travaillent en cas d'accouchement. Donc, en fait, la maltraitance, les insultes, les mauvais traitements, c'est quelque chose de quasiment normalisé envers les femmes qui ont l'habitude de ces comportements et de ce traitement. Donc, pour corriger cela, pour réduire la maltraitance et pour arriver de l'autre côté de la médaille, je crois que nous avons besoin de mettre plus d'efforts à comprendre les aspects culturels également. Et donc, c'est quelque chose de très contextualisé qui doit tenir compte de chaque contexte, doit être opérationnalisé et doit être introduit en tenant compte du contexte également. Nous savons que nous avons besoin des approches polyvalentes, de nombreuses facettes, et qu'il faut intégrer des interventions, des solutions spécifiques. Et il est indispensable de bien comprendre d'abord le contexte pour mettre en œuvre des pratiques spécifiques à ces contextes. Et si j'insiste sur cela, c'est parce qu'on se concentre beaucoup sur les restrictions, les limites qui existent dans certains contextes, mais on a du mal à comprendre parfois l'éthique, la déontologie qui existe dans tel contexte. Donc, comment est-ce que l'on peut améliorer, capitaliser les ressources supplémentaires si on les obtient, si on n'a pas travaillé de l'autre côté également? Cela doit se faire en parallèle avec les efforts continus pour améliorer les systèmes affaiblis, plaidoyer continu pour intégrer les RMNC et la qualité des soins dans toutes les politiques, et notamment pour que cela soit reflété au niveau de la santé maternelle et néonatale. Vous avez résumé la situation d'une excellente manière et je voudrais maintenant donner la parole à Fahima Naziri. Merci. Les défis et les barrières en matière de qualité des soins et de soins respectueux sont similaires dans de nombreux pays. Certains pays ont quand même face à leurs propres difficultés. Par exemple, en Afghanistan, il y a 4 ans, nous n'avions pas de cursus d'éducation supérieure pour les sages-femmes. Cela signifie que nous n'avions pas de régularité pour assurer la qualité des soins apportés par les sages-femmes et même pour garantir la qualité des systèmes d'éducation. Nous n'avions pas de soutien non plus de la part du gouvernement et l'on faisait face vraiment à de nombreux obstacles. En tant qu'association professionnelle, nous avons mené des activités de plaidoyer pendant des années pour combler ces lacunes dans le système. Nous avons ainsi défini de nouvelles réglementations pour les sages-femmes. Mais malheureusement, tout cela a pris fin. Avec de nombreuses difficultés pour les prestataires de santé, avec un manque de ressources, des situations économiques très difficiles, tout simplement. Les gens ne sont pas payés, le personnel n'est pas payé, n'ont même pas la possibilité de payer les transports pour se rendre dans des installations sanitaires, et à tel point que maintenant, les maires ne veulent même pas aller dans les centres sanitaires parce que ils ne savent même pas s'ils auront des soins antinataux ou autres. Donc, il y a vraiment d'énormes difficultés pour les prestataires de santé également. Malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails. Je peux simplement vous dire ce que nous avons essayé de faire pour insister sur des soins de qualité et des soins respectueux ces dernières années. Nous avons essayé de faire en sorte que cela ait été intégré dans le programme éducatif, dans le curriculum,
pour les sages-femmes. Dans les descriptions de postes, par exemple, également des sages-femmes, nous incluons l'aspect respect et qualité. Nous avons travaillé également avec des associations régionales. Nous avons commencé des collaborations ainsi avec avec une association de médecins obstétriciens et gynécologues pour encore une fois essayer de combler ce fossé en termes de soins respectueux, mais pour encourager un changement de comportement positif. Comment encourager le plaidoyer pour tout cela? Mais il est très difficile de changer les choses. Donc, en fait, nous avons essayé de nous tourner vers de nouvelles approches également. Et récemment, nous avons lancé 2 centres qui mettent avec une approche différente pour permettre aux mères d'avoir une expérience positive de leur grossesse et accouchement, pour avoir un environnement plus propice et favorable aux mères pour qu'elles reçoivent des soins anténataux respectueux et pour aider les sages-femmes à dispenser ces soins respectueux. C'est ce que nous avons essayé de mettre en Afghanistan. Donc, ce sont des nouvelles initiatives pour répondre à ce problème du manque de respect dans les soins maternels et néonataux. Merci beaucoup, Faimat, d'avoir partagé votre expérience très concrète. Y a-t-il des remarques que vous souhaiteriez ajouter, Baiva? Comment les infirmières et les sages-femmes sont traitées est également un point important. Nous avons juste terminé un examen de ce point de voir pour révéler son importance. Et nous avons pu voir que le manque de personnel n'est pas forcément toujours le problème principal, la source du problème. Nous voyons bien souvent dans des installations hospitalières que les infirmières sont reléguées à des tâches administratives. Donc, il faut vraiment rationaliser, réorganiser les tâches pour chasser un petit peu tous ces problèmes hiérarchiques. Et on a besoin d'une supervision plus positive. Le système de supervision négative basé sur des accusations, n'est pas propice à des bons soins, des soins de qualité. Et cela, finalement, n'a rien à voir avec le manque de personnel. Donc, il faut renforcer et former le leadership, en fait, lui-même pour qu'il mette vraiment l'accent sur des meilleures relations professionnelles et une meilleure organisation professionnelle. Et cela peut combler les manques de personnel. Nous allons maintenant passer à la 3e question et je vais donner la parole à la docteure Kaveri Mayra pour cela. Le besoin de soutenir les personnels de santé est un sujet important que nous avons déjà mentionné. La santé mentale des prestataires de santé, la compassion envers soi-même sont des sujets très importants, surtout dans le contexte de la pandémie. Et cela est clé pour progresser avec des soins respectueux. Les prestataires font eux-mêmes face souvent à de nombreuses barrières sociales, économiques. Comment pouvons-nous les aider et quels sont les liens entre les soins respectueux et la compassion pour encourager un changement positif? Donc, beaucoup de questions ici. Allez-y. Merci beaucoup, Dr. Shams. Pendant l'ensemble de la pandémie, on a vu l'impact que cela a eu sur la santé mentale des prestataires de santé, notamment ceux en première ligne. On parle beaucoup de la santé et des soins apportés à la cohorte des jeunes mères et des nouveau-nés, mais parfois on oublie le travail des sages-femmes, des infirmières, et cela demande d'avoir beaucoup de contacts
avec des questions centrales de l'existence, la naissance, la mort, et comment gérer ces émotions. Ce n'est pas simple de passer d'une naissance à l'autre et d'une mort à l'autre, parce que cela rejaillit sur de nombreuses personnes à chaque fois. Il s'agit d'une histoire particulière. Donc, il faut, il me semble, envisager les prestataires de santé de façon très structurée. Pour l'instant, on a un système de fonctionnement extrêmement structuré, hiérarchique et paternaliste. Or, il s'agit de sages-femmes qui sont assez bas dans la hiérarchie, mais qui sont vraiment au contact de la réalité et qui subissent parfois des structures d'organisation qui ne tiennent pas compte d'autres considérations telles que les ressources humaines et d'autres aspects également. Et il me semble qu'il faut bien se rendre compte si la compassion se fait sentir à l'échelon des sages-femmes ou des infirmières, et on s'en rend compte par des petites choses, des choses tout à fait banales, telles que par exemple, est-ce que les toilettes fonctionnent, est-ce qu'on a accès à des installations d'hygiène. Donc, cette compassion peut être ressentie à partir d'un niveau très haut dans la hiérarchie, mais il y a également un effet en cascade. Et cette compassion ou le manque de compassion qui commence en haut de la pyramide peut se faire sentir jusqu'en bas de la pyramide, et même avec des conversations régulières, même dans des documents qui circulent. Je crois qu'on peut le ressentir et ceci se propage. Et cela peut créer soit un environnement négatif s'il n'y a pas de compassion dans un environnement de harcèlement ou vertical, ou alors cela peut créer un environnement plus humain, un environnement de compassion. Merci, c'est tout à fait bien exprimé. Merci beaucoup. Fahima, est-ce que vous voudriez rebondir sur ce qu'a dit Kaveri? Oui, bien entendu, Dr. Shams. Nous avons également une expérience sur le terrain où nous avons forcément des années de conflits derrière nous, et ceci a eu un effet d'accroître le niveau de stress à des niveaux maximums. Donc, les prestataires de santé, surtout les sages-femmes, ne sont pas à l'abri de cette surcharge de stress. D'autre part, dans le système de santé, comment respecter les autres lorsque on n'est pas respecté dans le système? Et lorsqu'il n'y a pas de respect dans les relations de travail entre collègues, je crois que les sages-femmes subissent ces difficultés dans de nombreux pays. Et en tant qu'association professionnelle qui milite beaucoup pour le statut des sages-femmes, je crois que nous devons absolument prendre ce défi à bras-le-corps. Et il faut aussi se demander comment avoir une attitude positive, comment avoir un comportement positif par rapport à cela. Nous avons par exemple des démarches de mentorat qui nous permettent d'avoir une sage-femme expérimentée qui sert de modèle à une jeune sage-femme qui est au début de son activité. Donc, on a ainsi la possibilité d'améliorer non seulement les soins, mais l'approche avec plus de respect pour le soin maternel. Et ceci devrait être disponible dans l'ensemble des installations. Cela devrait être la règle dans les hôpitaux et les dispensaires. Autre chose, pendant la pandémie de COVID-19 et même encore maintenant, en raison de ce que nous avons fait
en raison du stress des sages-femmes. Elles avaient une soif d'apprendre. Donc, on a essayé de mettre des réseaux de communication par les réseaux sociaux pour pouvoir leur apporter un filet de sécurité, pour leur apporter un soutien en connaissances, en information. Et au-delà de cela, en tant qu'association professionnelle, nous avons essayé de bâtir une profession solide pour pouvoir se soutenir les unes les autres et permettre un modèle vertueux dans cette activité professionnelle. On est encore en train de réaliser cet effort. On a beaucoup de mal, mais on essaye de mobiliser, de sensibiliser la communauté internationale pour montrer du respect pour ces professions, pour les soins maternels et pour le rôle des sages-femmes. Comment améliorer les soins aux jeunes mères. Et voilà tout ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup, Fahima. Bien sûr que nous pourrions encore approfondir davantage cette expérience, mais malheureusement, le temps nous est un petit peu compté, donc nous allons prendre la dernière question. Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre des soins respectueux sans avoir une inclusion des femmes, des familles et des communautés. Comment amplifier ces voix fondamentales tout en s'assurant que les perspectives des prestataires de santé sont respectées? Est-ce qu'on peut faire entrer en regard tous les points de vue et comment faire en sorte pour apporter un système de mesures quantitatif qui incorpore cette inclusion des femmes, des familles et des communautés. Donc, sur la partie des mesures quantitatives, je vais donner la parole à Madame Kaveri. Ensuite, alors Kaveri tout d'abord. Merci beaucoup. C'est une question très difficile de répondre si quelqu'un vous pose la question, est-ce que vous êtes respecté? On a tendance à répondre oui, dans tous les contextes. Or, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'on n'a pas été respecté. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'études quantitatives qui se centrent sur les mesures, sur les soins respectueux, sur les abus ou les harcèlements. Mais il s'agit éminemment de femmes et on a toujours tendance à dire globalement oui. On a toujours du mal à admettre qu'il y a une discrimination. Dans mes travaux de doctorat, j'ai eu beaucoup de mal à démêler les chevaux des différentes expériences et je me suis trouvée face à beaucoup de respect alors que j'ai même vu un manque de respect lorsque des femmes étaient en labeur avant l'accouchement et après l'accouchement. Donc, ce sont des expériences qui sont très sensibles. Il y a parfois des stigmatisations autour de l'expérience maternelle de la naissance. Et je me suis placée du point de vue de la femme en bas de la pyramide sociale et des personnes autour d'elle dans la communauté. Donc, il est peu probable que quelqu'un dise que son expérience a été discriminatoire. Il faut qu'on crée un climat qui permette aux personnes concernées de parler sans crainte et de dire quelle a été véritablement leur expérience. Et je crois qu'il est important aussi qu'il y ait des personnes qui souhaitent véritablement savoir. Il faut donc arrêter de demander cela. Peut-être que la question est mal posée. Il faudrait savoir qui est responsable, quelle est leur expérience de devenir mère ou de devenir père pour la première fois.
si on ne s'écarte pas de cette approche du bas par le haut et si on n'arrive pas à atteindre les dirigeants, les leaders dans la communauté, on n'arrivera pas à faire passer ce message. Et ce sera très difficile que chacun se rende compte de la réalité sur le terrain. Très bien exprimé. Docteur Amanullah Khan, c'est très important d'atteindre le plus de femmes possible dans le pays. Nous avons eu une expérience où nous avons atteint plus de 2500 femmes pour une étude et on leur a posé une question. Quelle serait leur demande la plus crue? Et ils ont dit majoritairement que les soins respectueux et planification familiale étaient en haut de la liste. Donc, avec ces réponses, nous sommes revenus voir les femmes et nous avons organisé ce que nous avons appelé des séances d'écoute. Nous avons laissé parler les femmes pour en savoir plus et lorsqu'elles parlent de planification familiale, qu'est-ce qu'elles entendent par là? Quels sont les problèmes qu'elles rencontrent? Donc, c'était des sessions qui permettaient de parler très librement et de s'écouter les unes les autres et mutuellement. Donc, ensuite, on a essayé de faire participer les responsables pour qu'ils entendent véritablement quelles étaient les aspirations de ces femmes. Et 30% des questions ont été référées au niveau provincial parce que les ressources nécessaires ou les décisions ne permettaient pas d'en faire plus. Mais ces femmes réunies par groupe ont été représentées au niveau provincial parce qu'on a fait en sorte que les responsables politiques entendaient ces femmes directement et sans intermédiaire. Donc, on a voulu intégrer cela dans la stratégie, c'est-à-dire entendre la voix des femmes directement pour que les responsables politiques et ceux qui prennent les décisions entendent directement la voix de ces femmes. Donc, c'est ce que je voulais dire en insistant. Je crois que si cela marche sur la planification familiale, cela peut marcher également sur les soins respectueux en périnatal. Merci. Je voulais revenir sur les mesures dont on a parlé, les mesures quantitatives. Et c'est important d'avoir un engagement à tous les niveaux du système pour qu'il y ait davantage d'inclusion. Et il faut tenir compte de ce que les gens entendent, de ce qu'ils comprennent. Et moi, je parle de femmes, de communautés, des décideurs. Et cette participation, ce processus d'inclusion qui dépasse parfois le concept et la dimension des soins respectueux peuvent avoir différentes interprétations. Or, il faut inclure tout cela. J'aimerais également aborder ce que le monde traverse en ce moment, le climat de violence, que ce soit un conflit armé, que ce soit une crise, une guerre économique ou toute forme de violence qui devient de plus en plus dominant. Nous devons identifier de près comment normaliser, comment le fait que cette violence a tendance à être normalisée. Il faut que nous nous prémunissions contre cela dans ce climat de violence. Donc, il y a des efforts à faire pour le sort des prestataires de santé dans ce contexte et ceux qui sont affectés directement par les conflits doivent être dissociés de ce climat de violence. Enfin, il faut trouver des occasions dans le système de faire en sorte que
les femmes participent au processus de service des soins. Je crois que la participation des femmes et des familles représente une compagnie, représente une présence qui est très importante au moment de la naissance. Donc, il faudrait capitaliser sur ce réseau familial pour pouvoir non seulement essayer d'en savoir plus au niveau de l'information, mais également les voir en tant qu'acteurs dans toute cette expérience. Merci beaucoup, Tamar. Malheureusement, nous allons manquer de temps et je voudrais vous remercier beaucoup de ces expériences très riches que vous avez partagées et également toutes les interactions que nous avons eues pendant ce dialogue. J'espère que nous pourrons continuer ensemble à explorer davantage de voies de réflexion et d'action. Merci infiniment d'avoir si bien partagé vos idées et vos actes dans ce dialogue. Merci beaucoup aux participants dans ce panel. Nous n'avons pas terminé puisque maintenant, nous allons nous tourner vers vous dans l'auditoire pour mener le reste de la discussion. Lorsque vous vous êtes inscrit, on vous a demandé de nous aider. Et d'après vos réactions qui émanent de la région, nous avons repris 3 des questions les plus récurrentes. Et nous allons maintenant vous demander de sélectionner parmi ces 3 questions quelles seraient celles que vous voudriez voir traitées par les membres du panel. Je vais lire ces questions et vous demander de voter pour votre question préférée. Et ensuite, les membres du panel auront la possibilité de répondre les uns les autres à votre question sélectionnée. Première question. Pouvez-vous décrire une façon importante dont les différents pays assurent la responsabilité des soins respectueux? Première question. Deuxièmement, pouvez-vous décrire une stratégie réussie pour aller vers une culture de respect et de compassion au niveau institutionnel plus que personnel? Troisième question. Comment est-ce que les programmes peuvent assurer que les soins respectueux ont des démarches qui sont ancrées dans le contexte local et régional? Ça, c'était la troisième question. Voilà, cher auditoire, vous avez maintenant la possibilité de voter. On va prendre quelques minutes de réflexion pendant 2 minutes pour que le vote puisse se réaliser et nous reprenons les travaux incessamment. Et surtout, n'hésitez pas à faire défiler le menu jusqu'en bas pour répondre au questionnaire et pour nous dire quelle direction vous aimeriez donner à notre discussion avec les panélistes. So just another 30 seconds. Encore 30 secondes pour choisir la question qui vous intéresse. Nous allons regarder les chiffres. Alors, c'est la première question qui vient en tête. Je vous la répète. Pouvez-vous décrire une méthode ou une façon forte permettant au programme ou au pays de garantir la responsabilité, la redevabilité pour la prestation de soins respectueux? Et je vais commencer par le docteur Tamar, la docteur Tamar. Merci. Alors, une manière d'avancer vers une plus grande redevabilité dans le système serait par l'intégration de mécanismes d'implication de la communauté dans la décision, dans la définition et l'application des programmes, des politiques et leur évaluation également. L'implication des communautés doit donner la priorité aux groupes les moins privilégiés
que vous pouvez définir selon des facteurs socio-économiques, selon le contexte. Et cela est nécessaire non seulement pour améliorer les stratégies vers les mères et les néonataux, mais également pour lutter contre les inégalités, des inégalités qui existent dans le système. Et cela peut être un moyen fort de s'assurer que des soins respectueux ne sont pas considérés comme un luxe uniquement possible dans des contextes privés ou rémunérés, où il y a une redevabilité financière. Merci. Merci de cette réponse claire et directe. Docteur Aminullah, merci. L'aspect redevabilité des soins respectueux au niveau du pays exige des protocoles qui soient intégrés dans les prestations à niveau institutionnel, donc impliqué par les commissions nationales ou les institutions nationales. Cela aide à assurer la redevabilité parce que ça devient obligatoire pour les organes réglementaires qui doivent assurer un suivi et l'application de ces protocoles dans le cadre de la prestation des soins de santé. Cela permet également d'accroître les possibilités, si cela fait partie des normes, il y a une plus grande vraisemblance que ces protocoles soient intégrés dans les programmes de formation médicale et des prestataires de santé. Donc, si l'on veut une plus grande redevabilité dans le système, il faut il faut le faire également au niveau national et institutionnel. Merci, docteur Kaviri. Merci. Je pense qu'il est très important de trouver des méthodes novatrices, plus sensibles pour nous permettant d'écouter les personnes qui ont besoin des soins de santé et en tenant compte de leurs besoins en termes de santé sexuelle et reproductive. Et pour cela, il faut non seulement les écouter, mais également dans le système hiérarchique de prestation de soins de santé, il faut parfois savoir ne pas écouter certains, ne pas écouter et écouter les principaux acteurs afin de fournir des soins respectueux de manière interprofessionnelle en mettant fin au système qui ne fonctionne pas et en remodelant les structures existantes pour apporter des soins qui soient vraiment respectueux. Et pour que cela ne soit pas considéré comme un luxe, mais comme quelque chose de normal, permettant aux femmes de profiter des soins. Merci beaucoup, Ms. Fahimi. Merci. En ce qui concerne la redevabilité, c'est un grand défi en tant qu'association professionnelle. Ce que on aimerait voir un accent plus grand mis sur la redevabilité au niveau du système sanitaire. L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais et s'interrompt beaucoup. Et là, c'est totalement interrompu. Quelques problèmes de connexion. Passons à l'autre intervenante et nous essaierons de revenir si possible après. Merci. Lorsqu'il s'agit de responsabilité ou redevabilité, c'est souvent basé sur des résultats. Et des résultats en termes de survie. En tout cas, dans le secteur public, on n'accorde pas vraiment autant d'attention au processus. Cela signifie que le traitement est considéré comme un processus qui doit assurer la survie. Et les prestataires et les institutions fonctionnent ainsi. Donc, les questions autour de processus et des soins respectueux
respectueux dans les processus ne sont pas souvent intégrés. On n'en tient compte que lorsque les résultats sont mauvais. Les prestataires de première ligne dans les institutions publiques non seulement ont une charge de travail énorme, mais font face à une énorme anxiété et une très grande pression, puisque l'accent est mis sur les résultats. Donc, il y a des tensions dans les systèmes sanitaires et dans les priorités des systèmes sanitaires. Et il faut reconnaître aussi qu'au cœur de la redevabilité se trouve le rapport de force, le pouvoir. Si l'on ajoute ce respectueux dans les facteurs qui doivent être suivis sans tenir compte de politiques de qualité, cela sera simplement un fardeau supplémentaire pour les prestataires de santé et une source d'anxiété supplémentaire, même si les prestataires souhaitaient améliorer leur comportement. Donc, faire des soins respectueux, un élément qui puisse être noté en matière de redevabilité, signifie qu'il faut s'éloigner des purs résultats et de tenir compte et de l'intégrer à tous les niveaux de relations. Merci, Benia. Voyons si l'on peut revenir à Fahima, si la connexion a été rétablie. Oui, excusez-moi de ma mauvaise connexion. Comme je disais, il est très difficile dans mon pays de parler de redevabilité. Ce qu'on aimerait voir en termes d'association professionnelle, c'est une plus grande transparence, un système plus transparent, de redevabilité, de soins respectueux avec une plus grande implication de la communauté ainsi que d'autres parties prenantes telles que organes réglementaires, ONG, associations professionnelles et communautés représentant les femmes ou associations de femmes. Ce serait très important. En Afghanistan, le niveau de confiance s'est effondré. Il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la confiance, en fait. Une approche qui met l'accent sur la redevabilité sociale serait importante également. Nous avons des centres communautaires qui incluent des femmes et qui discutent de ces points spécifiques, tels que par exemple des obstacles existants. Et nous pouvons utiliser ces centres communautaires, ces associations pour sensibiliser, parler des soins respectueux et faire en sorte que la voix des femmes soit entendue. Merci beaucoup, Fahima, d'avoir réussi à répondre à cette question et je remercie tous les intervenantes et l'intervenant d'avoir participé à cette table ronde. C'est une discussion qui doit se poursuivre et que nous continuerons à le faire à l'approche de la conférence de 2023. Les ressources mentionnées pendant la session sont disponibles sous l'onglet ressources. Votre opinion nous importe, donc il y aura un formulaire de feedback, de retour d'information pour améliorer les prochains séminaires avec une courte enquête de 5 questions que nous vous encourageons à remplir. Il nous reste quelques minutes et nous aimerions clore ce dialogue avec un message final de la part de chacun de nos panélistes. En quelques mots, quelle est la priorité principale pour faire en sorte que les soins respectueux deviennent la pratique? Au cours de la discussion aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de commentaires, de suggestions, mais si vous deviez insister sur une, quelle serait-elle? Je vais commencer par Bavia. Merci. Je crois que les prestataires doivent être mieux formés sur comment bien traiter les femmes et ces comportements on doit sans cesse insister dessus avec des modèles de rôle et pour que cela devienne standardisé. Mais
On ne peut pas obtenir cela sans une analyse des rapports des forces et des pouvoirs. Et il faut remettre en cause le pouvoir, les rapports de force dans les relations que les prestataires de services ont avec leur hiérarchie et avec les groupes de patients. Si l'on veut une plus grande équité et justice dans les rapports de force, il faut que les prestataires de services eux-mêmes soient mieux écoutés et entendus. Et à ce moment-là, s'ils se sentent eux-mêmes mieux écoutés, ils ne vont pas renverser le rapport de force et sur les femmes. Donc, un message très clair, remettre en cause le rapport de force, pouvoir. Fahima, j'espère que la connexion va nous permettre d'entendre votre conclusion, ou peut-être pas. Alors, on reviendra à Fahima, nous l'espérons, et écoutons Kaviri. Docteur Kaviri. Je pense que les systèmes sanitaires doivent définir leurs priorités, mais pour cela, il faut accroître le financement. Si le financement augmente, permettant de mieux comprendre ce qui se passe en termes de soins respectueux, de rapports de force, des dynamiques de pouvoir qui doivent être étudiées et modifiées, en termes de rapports interprofessionnels, communication interprofessionnelle et même trouver des moyens de mesurer les soins respectueux et tout ce qui est autour de cela. Il faudrait avoir plus de financement pour assurer cela. Donc, voilà quelle serait ma priorité. Nous avons besoin d'investir sur cette question qui est si importante. Merci beaucoup. Investissements. Alors, on me dit que Fahima est de nouveau parmi nous. J'espère que c'est le cas. Fahima, est-ce que vous nous entendez? Voilà. Et non, la connexion est encore perdue. On ne vous entend pas, Fahima, malheureusement. On va persévérer, bien sûr, parce que j'aimerais beaucoup entendre la conclusion de Fahima, mais écoutons entre-temps, Dr Aminoula. Merci. Eh bien, obtenir des études basées sur des données probantes pour mener des activités de plaidoyer basées sur ces données probantes en partenariat avec les autres parties prenantes, des partenaires et des communiqués, et pour accroître la communication et obtenir des politiques plus justes qui puissent être mises en pratique. Merci beaucoup. Donc, des données probantes, pas seulement les soins qui sont apportés, pour pouvoir mettre l'accent sur le plaidoyer et les mouvements. Docteur Tamar? Je crois qu'il faut travailler au bout de l'éventail. Donc, travailler pour réduire les mauvais traitements, mais dans le même temps, définir des approches, des évaluations qui tiennent compte des contextes locaux. Les solutions locales ne seront pas forcément transférables d'un endroit à l'autre, mais permettront de générer des connaissances qui seront utiles ailleurs et contribuer à ces connaissances, de produire toutes ces connaissances et ensuite les rassembler, cela est nécessaire à ce stade. Merci. Nous allons essayer une dernière fois d'écouter Fahima. Oui, merci. Dernière remarque. Les sages-femmes comme prestatrices de soins de maternité dans des contextes très difficiles, il faut s'assurer qu'elles soient bien reconnues, soutenues, habilitées. C'est très important pour garantir de meilleurs soins. Donc, renforcer l'éducation, la formation et la réglementation également en faveur des sages-femmes.
Merci beaucoup, Faïma. Heureusement que nous avons réussi à obtenir votre conclusion qui a mis l'accent de manière très claire sur la difficulté de certains contextes, la fragilité. Merci beaucoup encore une fois à tous nos panélistes de nous avoir rejoints aujourd'hui et toutes les personnes qui ont écouté cette session. Et demain, nous parlerons de la qualité des soins, un sujet qui a été abordé à de bien nombreuses reprises. Et tout cela nous permettra d'avancer vers notre conférence de 2023. Demain sera une journée spéciale de lancement d'une nouvelle plateforme également. Alors, voilà quelques conclusions. Remettre en cause le pouvoir, la hiérarchie, investir, donner probante, remettre en question, réfléchir et tenir compte du contexte de fragilité, de difficulté. Il ne faut jamais perdre les contextes de vulnérabilité, de conflit, de fragilité. Voilà, le temps qui nous était imparti vient à sa fin. Merci encore une fois à tous les participants. Nous espérons que ce dialogue axé sur l'action va nous permettre d'avancer collectivement. Merci beaucoup.